Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Le parcours de Carole du Val-de-Roi commence en Belgique et s'écrit en Champagne. Non sans avoir fait plusieurs fois le tour du globe, une coupe à la main évidemment. Car Carole dirige l'un des plus beaux vignobles français, le Champagne du Val-de-Roi. Quand, par la force des choses, elle a dû prendre les rênes du domaine familial, elle aurait pu se contenter de gérer le quotidien sans faire de vagues. Mais ça, ce n'est pas vraiment dans le tempérament de Carole, comme vous allez vous en rendre compte. Et sur ces terres secrètes et conservatrices, Carole a aussi marqué les esprits en nommant la toute première femme chef de cave en France et en devenant elle-même la première femme présidente de l'association viticole champenoise. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Carole du Val-de-Roi dans Girls in Food. Un petit rappel avant de commencer, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bonjour Carole du Val-de-Roi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, Carole du Val-de-Roi, je suis PDG de la maison du Champagne du Val-de-Roi et j'exerce mon métier depuis maintenant 30 ans. 30 ans à la tête de la maison. Petit retour en arrière. Quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Très importante. Ah, Très importante parce que j'ai une grand-mère qui cuisinait bien. Bon, c'était de la nourriture familiale, mais elle cuisinait très bien. Et ma mère était passionnée de cuisine aussi. Et je me rappelle, mais il y a très 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 longtemps, il y avait les premières machines à glace. Et c'était c'était pas des turbines comme maintenant, c'était en bois. Et on était passionnés de crème à la glace. Et donc, nous avions ça dans la maison, mais j'avais 7-8 ans. Donc, j'ai trouvé ça exceptionnel. vous avez ça dans le sang. Je pense, oui. J'aime ça. Et est-ce qu'il y avait un plat du dimanche particulier, justement, dans votre famille ? Oui, nous faisions beaucoup des coquelets ou des barbecues. Nous avions un tourne-broche dans la maison, une petite salle à côté, très sympathique d'ailleurs, avec un bar. Et c'était toujours là où on se réunissait avec le dimanche. On a plus de temps, donc c'était le feu de cheminée et les petits coquelets qui tournaient à la broche. Alors, dans le coquelet, un peu d'estragon, un peu de crème fraîche, la sauce qui coulait, les arrosés. Alors moi, je restais devant le feu pour arroser. Et c'était bon. Ça, j'ai un souvenir, c'était exceptionnel. Les petits coquelets du dimanche. Et toujours dans votre enfance, est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver ? J'ai toujours rêvé d'avoir un restaurant. Bon, avoir un restaurant, mais un restaurant avec une étoile Michelin. Ouais, Donc, un restaurant gastronomique. Gastronomique, je n'aurais probablement pas cuisiné moi-même parce que je n'arrive pas à ce point-là, mais j'ai toujours adoré ce monde de la restauration. Et on va voir que vous en êtes aujourd'hui très très proche. Mais vous allez nous raconter ça. Quel a été votre tout premier métier ? Mon tout premier métier, alors le tout premier, j'étais étudiante et donc là j'allais vendre des Tupperware et faire du porte-à-porte, c'était pour gagner un peu d'argent. Et autrement, ce porte-à-porte m'a amené à faire de l'immobilier. Tout simplement. Ok. Voilà. Et c'est assez direct l'immobilier parce que vous vendez une maison, vous avez directement la commission. Donc quand on voulait partir en vacances ou donc il fallait mettre les bouchées doubles, il fallait carburer. Voilà, et ça marchait bien. Alors Carole, on va retracer un petit peu votre parcours puisque vous êtes originaire de Belgique. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivée en Champagne. C'est l'amour, tout simplement. Je suis arrivée en Champagne parce que le Rotary, le club de Rotary de Cézanne était jumelé au Rotary de Bastogne. Ce fait que je suis belge et j'étais chez mes cousines, souvent en vacances, près de Bastogne. Et mon beau-père étant de Cézanne et était à ce moment-là président du Rotary Club de Cézanne, il y avait les échanges qui se faisaient. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Jean-Charles, mais j'avais 14 ans.
D'accord. Voilà, c'était le flash premier amour. Alors, on s'est quittés, on s'est revus, on s'est requittés, mais c'est un peu comme la chanson, Oui. mais c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, c'était les échanges du Rotary. Donc, qui vous ont mené en Champagne. Qui m'ont mené en Champagne. Et après, donc, je suis arrivée en Champagne dans les années 80. Et puis, j'ai donc eu 3 enfants. Ça en 82, 84 et 86. Donc, je me suis occupée des enfants. À côté de ça, je me suis occupée de pas mal de choses en Champagne. Et aussi, j'ai aidé mon mari aux vendanges. C'est-à-dire que je m'occupais de tout ce qui était nourriture. À l'époque, nous nourrissions les vendangeurs. Oui. Il y en avait quand même à peu près 300, 350. Oui. Et donc, je m'occupais de tout ce qui était nourriture, donc, et les logements, parce que nous logions tout le monde aussi, et des cuisines, et des commandes, et des comptes après. D'accord. Mais à part ça, rien d'autre. D'accord. Je ne m'occupais absolument pas de Donc, c'est plutôt la dans maison. la saison, en fait. Voilà. C'est ça. Et pas du tout dans la gestion du Val-le-Roi. Par contre, comme je cuisinais quand même pas mal, donc nous recevions les clients à la maison et c'est comme ça que je connaissais nos clients principaux ou les vignerons. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai connu l'extérieur de la Champagne. Et heureusement d'ailleurs, puisque mon mari est tombé malade donc, en 91, heureusement que j'ai connu tout ce monde-là un petit peu avant. Je ne me suis pas trouvée complètement déboussolée en 91 quand il est parti. Oui, justement, donc cette année-là, vous vous retrouvez face à une situation extrêmement difficile. Vous reprenez la tête du domaine du Val-le-Roi. Donc que votre mari dirigeait jusqu'à présent, alors que ce n'était pas votre quotidien. Donc vous aviez 36 ans, 3 enfants. Comment est-ce que vous avez vécu cette période au sens où c'était pas ce que vous aviez forcément prévu pour vous-même de diriger cette entreprise et du jour au lendemain, vous retrouvez à devoir prendre les rênes? Ça s'est passé aussi, très simplement. Au départ, j'avais dit à mon mari, les enfants maintenant sont plus grands, bientôt ils vont partir en pension et tout, parce qu'habitant Vertu, après quand vous faites des études, c'est plutôt Reims ou ailleurs d'ailleurs, mais enfin bon, Reims en l'occurrence pour nous. Et donc j'avais ma passion de petite fille d'avoir un restaurant. On avait trouvé le local et on s'est dit banco. J'avais toujours dit, si j'ouvre un restaurant à Vertu, de toute façon, il marchera avec les clientes du Val-le-Roi. Ouais. C'était déjà ça. Donc, c'était peut-être un peu idiot, mais j'avais ça dans la tête. Et puis, donc, on avait le local, on avait tout. Jean tombe malade, et donc, on oublie le restaurant, et c'est là qu'il m'a demandé de reprendre les rênes de la maison. Il voulait absolument transmettre. Il faut savoir que nous sommes négociants, mais négociants vignerons. On exploite 200 hectares de vignes. Et donc, on a ça dans le sang. Les parents du Val n'ont jamais quitté Vertu. C'est une famille, les Duval et les Leroy, qui ont créé cette maison en 1859 et elle a toujours été transmise de père en fils. Donc c'est vraiment ancré. Jean, ce qu'il avait le plus peur au monde, c'était que cette maison soit revendue et ne soit pas transmise aux enfants. Donc il a dit, il n'y en a qu'une qui peut faire ça et où je serai sûre que ce sera transmis aux enfants. C'est Carole. Voilà. Donc, Carole, on va la mettre à la tête de la maison. Alors, comment on fait pour mettre Carole à la tête de la maison? Déjà, il fallait que je dise oui. Je ne pouvais pas dire non parce que c'était tout l'amour, c'était sa vie. Et je ne pouvais pas tout casser comme ça du jour au lendemain. Donc, j'ai dit oui. Et à partir de ce moment-là, il a fait une réunion avec tout son staff de l'époque, les directeurs de l'époque, en leur disant, voilà, vous avez tous à peu près 40 ans. Si vous voulez continuer, donc il leur a expliqué ce qui allait arriver, qu'il n'en avait plus pour très longtemps, qu'il fallait me soutenir, que c'est moi qui deviendrais présidente. Et s'il voulait, il pouvait partir maintenant, qu'il ait le temps d'organiser. Et à partir de ce moment-là, pendant 1 an, on a vraiment tout fait pour me mettre le pied à l'étrier. Oui. Mais il y avait quand même beaucoup à faire pour me mettre le pied à l'étrier. Et voilà. Donc cette équipe est restée tout autour de moi. Et puis on a travaillé comme ça. Jean est parti. On a fait
La première chose, parce que nous sommes dans les nouveaux bâtiments qu'il avait, lui, projetés et qu'il avait fait, qu'il n'a pas connu terminer, mais on a fait une grande manifestation avec des restaurateurs à qui j'avais demandé de venir et de me soutenir. Ils sont venus et on a fait une énorme réception de 1200 personnes avec tous nos clients, avec la profession, que ce soit les courtiers, les présidents des autres maisons et tout, pour leur expliquer à tous qu'on n'était pas à vendre et qu'on allait continuer cette belle aventure du Val-le-Roi qui existe depuis 1859. Ouais, vous avez pris un peu le contre-pied en faisant une démonstration aussi que vous étiez bien présente. Tout à fait. À un moment où la maison, je suppose que les rumeurs devaient courir sur l'avenir de la maison. Oui, j'en ai un peu assez parce que les rumeurs 30 ans après, c'est toujours « Ah, ben du Val-le-Roi est à vendre, ah, ben du Val-le-Roi est vendu ». Ça, c'est une ambiance champenoise qui est assez désagréable. Mais bon, on s'y fait, c'est pas grave. On est toujours là, on va bien. Et maintenant, ce sont donc mes enfants qui travaillent avec moi et qui sont à des postes clés de la maison. Donc vous avez mené à bien votre mission déjà. Une partie de la mission dont je suis très fière, c'est que mes 3 enfants travaillent avec moi. Ça, c'est très bien. Ce que je trouve très intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez repris donc la maison familiale, mais vous ne vous êtes pas contenté de la gérer, vous avez continué à la développer. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc vous avez travaillé sur les qualités de vos vins, sur les méthodes de production, sur les questions environnementales aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fier ? Oui, je suis fière d'une chose déjà. Il était marqué du Val-le-Roi sur la porte à l'entrée. Et j'ai dit maintenant, on va améliorer, on va faire de cette maison un petit bijou. Et ça va s'appeler, et le vin que nous allons vendre, enfin le vin de Champagne, du Val-le-Roi. J'ai pas peur de dire que tout un temps, on a fait beaucoup de marques d'acheteurs, comme font encore beaucoup de maisons. Et voilà. Et maintenant, je me suis dit, il vaut mieux être un petit chez soi, et remonter donc dans la qualité des produits. Le côté environnemental, oui, ça on a fait beaucoup pour la viticulture durable, mais ça on avait à la limite pas trop le choix. Donc on a fait des tas de choses. Pourquoi vous dites que vous n'aviez pas trop le choix ? C'est parce que la situation environnementale se détériore et donc il fallait prendre les choses à bras le corps, c'est pour ça. C'est pour ça. Oui. Vous savez que pour faire une bouteille de champagne, il faut beaucoup d'eau, donc c'était la récupération des eaux de pluie, et vous commencez quelque chose et automatiquement vous faites autre chose, parce que il y a ça, oui, mais je vais faire ça. Les panneaux photovoltaïques, bon, il y a beaucoup de choses qu'on a fait dans la maison. Les fournisseurs responsables, c'est-à-dire dans les bouteilles, dans le packaging, dans les cartons, donc tout ça, petit à petit, mais une chose en appelle une autre. On n'a pas tout fait en même temps. Non, bien sûr. C'est comme si vous aviez tiré la ficelle. Voilà, c'est ça. On a tiré une ficelle, mais c'est ça. On a tiré une ficelle et puis petit à petit, ça vient. Et donc, ça nous a pris 30 ans. C'est très long. Mais c'est long, la Champagne. Une bouteille de vin, c'est long, et on ne change pas comme ça, on ne change pas des approvisionnements, on ne change pas... Oui, c'est long. Justement, on va revenir sur un petit peu le milieu du champagne, le milieu champenois. Vous avez été la première femme présidente de l'association viticole champenoise. En soi, c'est un petit exploit. Ah, ça complètement, surtout en Champagne. Parce que c'est quand même très masculin. Oui. C'est très masculin et c'est très fermé. Moi, ça m'a choquée quand je suis arrivée de Belgique parce que, moins à Vertu, mais dans beaucoup de villages, ce sont des belles maisons et il y a toujours des grands murs. Donc, on ne voit rien. Alors qu'en Belgique, tout est ouvert. Et donc, ça m'avait déjà choquée en me disant, mais on ne peut pas regarder... ça reflète en fait l'état d'esprit, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. On cache, on ne peut pas savoir et tout. Et mon problème, c'était, je devais apprendre mon métier. Et donc, en 91, j'ai embauché, qui est maintenant ma chef de cave, j'ai embauché Sandrine Logette, Madame Qualité, qui était œnologue à l'époque. Et pourquoi j'ai dit Madame Qualité ? Parce que nous avons été les premiers à être
certifié ISO 9002. Alors, maintenant, ça fait longtemps, ISO 9002. Mais mes petits copains champenois, quand j'ai annoncé ça, que j'allais j'allais me lancer dans une certification, ils m'ont dit, mais tu es complètement folle, on va venir tourner dans nos caves, il ne faut pas faire ça, c'est pas parce que tu vas être certifié que tu fais des meilleurs vins, voilà l'esprit. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'ils peuvent être aussi fermés. Et moi, j'étais ravie parce que ça m'a vraiment appris mon métier. Je voyais devant tout ce qui se passait vis-à-vis du personnel, parce qu'il y a ça aussi, il faut se faire admettre aimer par son personnel déjà quand on remplace, et puis savoir quand même ce qui se passe. Oui. Et donc la certification m'a bien aidée. Mais tout ça avec cet état d'esprit champenois qui était complètement contre. Maintenant, quand vous parlez de ça, tout le monde est certifié, parce que ça a été une obligation. Mais dans le temps, nous travaillions pour Sainsbury, pour Waitrose, mais c'est eux qui venaient pour les certifications. On n'était pas obligés. Maintenant, le monde a changé, et c'est eux qui veulent les certifications et qui se déchargent sur un système. Donc maintenant, pratiquement toutes les maisons de champagne, les coopératives sont certifiées. Voilà. Donc ça a fait ça a mis des coups de pied dans la fourmilière assez souvent. Et donc présidente de l'AVC, ça c'était encore autre chose, parce que je dis il y a beaucoup de locomotives champenoises, et la grosse locomotive nous a tous quand même tirés vers le haut, ça il faut reconnaître. Mais moi je trouvais qu'il y avait un grand décalage qui était très important entre la conduite du vignoble quand je suis arrivée et l'excellence du champagne, l'excellence de l'image du champagne. C'est-à-dire que, comme je n'étais pas champenoise, j'ai trouvé que mon franc-parler, parce que je suis quand même... Je dis beaucoup de choses, mon franc-parler, j'étais choquée de voir la vigne qui était aussi sale. Ça m'a vraiment choquée quand je suis arrivée. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est les petits papiers bleus que vous voyez, maintenant il n'y en a plus, c'est fini, mais on se reporte là 30-40 ans en arrière. Et il y avait des petits sacs, c'est les sacs plastiques, eh bien c'était les poubelles de Paris qui servaient, qu'on mettait dans les vignes, mais c'est aberrant quand on pense à ça. Donc tout ça j'ai fait, on a changé déjà chez Duval-le-Roi, après ça a été interdit, mais nous ça a été fait déjà depuis longtemps. D'accord. Mais c'est tout ça qui m'a choquée et c'est tout ça qui m'a aidée à me lancer vraiment à corps perdu en disant on va faire ça. Et comme vous disiez très bien tout à l'heure, on a tiré un fil et puis et tout s'est enchaîné. C'était une évidence. Voilà. Et donc pour l'AVC, c'est pour ça que j'ai pu, moi, accompagner toute cette filière dans cette vraiment logique collective, là c'était tout le monde, de rendre cette Champagne plus propre. D'accord. Ça, c'était un peu votre mission, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur quand vous étiez à la tête de ces instances. Oui, c'était la prise de conscience de dire, mais mon Dieu, il faut faire quelque chose et il faut absolument qu'on intervienne. Et ça a été... au final, maintenant, tout le monde suit cette voie. Il n'y a plus d'autres voies, vraiment. Il fallait une Champagne verte. Ça s'appelle comme ça. Basta. Après, mais non, mais c'est... Non, mais c'est ça. C'est vrai. Voilà. Et donc, moi, Alors, j'ai adoré quand j'ai été présidente de l'AVC parce que c'était des rencontres exceptionnelles. Toutes les gens... Là, vous êtes vraiment sur le terrain. Oui. Et ça, j'ai bien aimé. Oui, bien sûr. Mais tout ce que j'ai fait, j'ai bien aimé. C'est à chaque fois... On sent la passion. Hein. Ah oui, non, mais il faut se donner à fond, parce que si c'est pas pour le faire, ça sert à rien. Ouais. Non, et puis on a beaucoup de chance. Je dis, moi j'ai beaucoup de chance, parce que je fais un métier que j'aime, et qui n'est pas répétitif, en plus. Bien sûr. J'ai des tas de choses différentes... à faire. Ouais, vous allez nous raconter un petit peu en quoi consiste votre quotidien. Je voudrais, avant ça, revenir sur votre passion pour la gastronomie. Donc, vous nous l'avez dit, vous aviez le rêve d'ouvrir un restaurant. Aujourd'hui, vous êtes très proche de ce monde de la gastronomie. Vous collaborez avec des chefs. Vous créez leur cuvée. Voilà, exactement. Vous avez également même publié un livre, Femmes de Champagne, avec des recettes.
Oui, mais ça vient encore de mon côté belge. Ah, bah, c'est pas le côté... parce que je ne l'ai pas fait avec des chefs, ce livre. Je l'ai fait c'est vous, toute seule comme une grande, avec un photographe. Mais ça dit beaucoup de votre passion pour la gastronomie et pour la cuisine. Et c'est des recettes faciles. Ouais. Mais donc, il a plus de 20 ans maintenant, mon livre. Des recettes faciles. Et quand j'ai commencé à écrire des recettes, j'ai parlé du champagne et de quelle cuvée il fallait mettre avec ça. Ouais. Maintenant, ça paraît évident. À l'époque, ça ne l'était pas. Et à l'époque, on buvait le champagne. Soit c'était nos grands-mères au dessert, soit c'était à l'apéritif. Oui. Moi, j'ai dit, maintenant qu'on doit vendre du champagne, on va le boire tout le temps. Oui. Il y avait du champagne avec le veau, avec de la viande, avec tout. Avec le canard, il n'y a pas de problème. Et donc, l'idée, elle était là. Et après, ça a été oui, mais il y a plein de mots en champagne qu'on ne connaît pas. Il y a plein de mots, vous prenez un bidule, personne ne sait ce que c'est qu'un bidule, la petite pièce qu'on met sur la bouteille pour faire redescendre les levures. Voilà. D'accord. Donc, vous avez ce bidule, on retourne la bouteille pour la mettre sur pointe et on fait descendre toutes les levures pour éjecter ce petit bidule avant de mettre le bouchon définitif. Oui. Et tout ça, moi, je ne savais pas. Et donc, c'est comme ça, j'ai dit, je vais l'écrire, je vais expliquer comment on fait la bouteille, comment on fait avec des mots simples. Oui. Parce que c'est un peu comme les médecins, ils vous disent des tas de grands mots, on ne comprend rien, donc je voulais... Ça peut être intimidant même, alors que... Voilà, alors que ça ne l'est pas du tout, et qu'il n'y a rien de plus simple que d'élaborer une bouteille de champagne. Voilà, c'est parti de là. J'aimerais bien qu'on revienne plus spécifiquement sur votre collaboration avec des chefs et avec le monde de la gastronomie, de la haute gastronomie. Est-ce qu'il y a des collaborations emblématiques dont vous aimeriez nous parler ? Il y en a quelques-unes. Dans la collaboration avec les chefs, il y a que, donc, je suis belge. Et comme tout bon belge, mes parents partaient en vacances, hop, la Côte d'Azur. Ouais. Donc, qui dit la Côte d'Azur, dit on s'arrête. On s'arrête où ? On s'arrête au Château de Fer, on s'arrête chez Loiseau, on s'arrête à Vonas, on s'arrête à Chagny, et voilà. Et donc, moi, toute gamine, j'avais quand même 12 ans, j'ai été dans tous ces bons et beaux restaurants. Et voilà. Et donc, c'est né de là. J'adorais ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu les chefs. Et quand j'ai commencé à élaborer des cuvées et du Val-le-Roi, et que je me suis retrouvée à la tête de la maison, eh bien, j'ai été revoir tous ces chefs. Par exemple, je reprends Jacques Lameloise, et je lui ai dit, dis donc Jacques et tout, tu te rappelles ta maman qui était là, et voilà, tiens, je me rappelle de la vieille armoire qu'il y avait au premier étage, il me dit, elle est toujours là, et c'est reparti comme ça. Ouais. Voilà, parce que je connaissais déjà un petit peu ce monde, et Berlin, j'ai bien connu son père, et c'est tout ça qui fait que c'est plus facile pour les aborder après. Bien sûr. Moi, j'ai jamais eu peur d'un chef. Oui. Alors que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peur de « Ah non, non, on va pas l'approcher. Ah non, non, on va pas le déranger. » Mais si, il est là pour ça, il ne demande pas mieux. Non, mais c'est vrai. Et ils sont comme moi. Eux, ils élaborent des belles assiettes et moi du champagne. Oui. Donc, voilà. Et c'est né comme ça, en fin de compte. Parce que je les connaissais déjà, j'en connaissais certains. À cette époque-là, vous aviez déjà commencé à retravailler sur vos vins pour les pousser plus loin. Bien sûr. C'est fait dans ce sens-là. Ça s'est fait dans ce sens-là. Okay. Mais comme ça ne se fait pas, et vous savez qu'une bouteille de vin, et de vin de champagne, c'est délicieux quand ça reste en cave quand même quelques années. Bien sûr. Donc ça ne se fait pas... non, c'est le temps est long. C'est très long. C'est très très long. Je compare toujours, et c'est la Champagne, et je la compare, et du Val-le-Roi, à un gros bateau. Alors avant, le temps de prendre des décisions... il faut... le temps que l'impact se va sentir, ça prend du temps. Il faut une génération. Si vous voyez pour les vignes, c'est un peu ça. Je vais replanter. Je vais replanter quoi ? Est-ce que je vais planter du chardonnay ? Est-ce que je vais planter ça ? Mais c'est pour les enfants à venir, c'est pas pour vous. Si on revient plus particulièrement sur votre quotidien, vous nous avez dit tout à l'heure que ça changeait tout le temps.
Donc, je suppose qu'il n'y a pas de journée type. Non. Mais est-ce qu'il y a des grands marqueurs peut-être dans l'année? Peut-être que c'est plus calqué sur la saison. Enfin, je ne sais pas comment s'organise. Oui, tout à fait. Alors, donc, c'est déjà la rencontre avec les clients. La journée type, elle commence déjà au bureau le matin, à voir un petit peu ce qui se passe. Il y a des journées bureau et il y a des journées sur le terrain. Après, il y a les journées sur le terrain, vignoble. C'est encore différent. Après, vous avez toute cette période de vendange qui dure grosso modo 15 gros jours. Et après, en général, bon là nous sommes bloqués, mais en général, octobre, novembre, décembre, c'est beaucoup de voyages, c'est les voyages en Asie, c'est les voyages un petit peu partout dans le monde pour parler du champagne et pour initier et de faire des dîners au champagne. D'accord. Donc tout ça, ça prend quand même... ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit que vous aviez trouvé votre voie? Ben, ma voix, je ne l'ai pas. Ça n'a rien à voir, ma voix. Parce que je dirais simplement que la maison, au début, quand je l'ai dirigée, c'était très axé Jean-Charles Duval. C'était comme lui voulait, enfin Jean-Charles Duval-Lerat, c'était vraiment comme lui voulait et tout. Et après, 5 ans après, j'ai dit, bon, mais maintenant, ça y est, j'ai mis mon ADN dans la maison, c'est ma maison. Alors, si on peut appeler ça la voie, mais pour moi, c'est pas... Je vais repréciser dans le sens où, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit... Ça y est, je suis à ma place. C'est vraiment, c'était ma destinée. 5 ans après. D'accord. Mais pas avant. D'accord. Avant, le temps d'apprendre, le temps de... Oui, j'ai mis quand même un peu de temps à me familiariser avec tout ce monde. Mais après, oui, je dis, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel dans le sens où... je dis, j'ai rencontré 5 présidents de la République, j'ai rencontré 10 têtes couronnées, j'ai rencontré 500 chefs au moins, j'ai rencontré tous les grands sommeliers du monde, il n'y en a pas un que je ne connais pas, et tout ça, je rencontre j'ai voyagé dans le monde entier, peu de pays que je ne connais pas, et donc c'est magique. Ouais. Donc on va dire c'est une vie, c'est une très belle vie. Et merci Jean-Charles, j'ai eu une vie exceptionnelle, vraiment. Ouais. Mais bon, à côté de ça, on a fait le boulot et c'est le champagne qui fait que aussi. Il faut dire que champagne, c'est quand même un mot magique. Ouais, c'est vrai. Tout le monde connaît ce nom champagne, même ceux qui ne l'ont jamais bu, qui se trouvent au fin fond d'un pays ou d'une forêt. Eh bien, ils connaissent le mot champagne. Ils n'en ont jamais bu, mais ils le connaissent. C'est quand même exceptionnel. Donc, c'est ça qu'il faut continuer à faire. Il faut absolument que ce nom reste, et ce mot magique, reste ce mot magique de la fête, des grandes occasions et de la joie de vivre. Ouais. C'est ça le champagne, c'est la joie de vivre. Ouais. Le partage surtout aussi. Et justement, en cette période qui est un peu compliquée, est-ce qu'il y a des projets ou une actualité que vous souhaiteriez partager avec nous? Pour nous donner un peu de perspective peut-être. Eh ben, je refais un livre. Ah. Mais c'est pas encore... Oui, enfin, ça va, ce sera pour l'année prochaine. Ouais. Voilà, donc comme j'ai un peu de temps en ce moment, donc j'ai pas voyagé malheureusement, et voilà, pourquoi pas. D'accord. Expliquer un petit peu la Champagne, les bulles à travers mes 30 ans. Voilà, 30 ans de maison, 30 ans de bulles. Mais pas de cuisine, là. D'accord. Mais, ouais. Peut-être encore un autre livre avec de nouvelles recettes. Qui sait? Carole, on va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée aux femmes dans le monde de la gastronomie et du vin. Première question, qui est une question que je pose à toutes mes invitées. Selon vous, est-ce que le fait d'être une femme a eu une incidence, positive ou négative, sur votre parcours professionnel? Oui, parce que les femmes, ça a toujours été beaucoup plus compliqué pour une femme mais malgré tout, en 30 ans, ça a bien évolué. Maintenant, vous avez par exemple, si vous prenez
l'école d'œnologie, vous avez 50% de femmes en école d'œnologie. Ouais. Dans les sommelières, nous avons créé tout un temps, c'était et avec Philippe Forbrac, les MOF sommeliers, Oui. il n'y avait jamais de femmes. Là, maintenant, elles arrivent. Elles arrivent, ouais. Elles arrivent, mais elles arrivent lentement. Oui, c'est ça. C'est le problème, mais elles arrivent. Dans les chefs, c'est pareil, il y a quand même quelques femmes qui émergent. Oui, tout à fait. Mais c'est quand même... c'est compliqué. Mais je me rends compte aussi qu'il y a de plus en plus de domaines familiaux champenois qui sont transmis aux filles. Alors que si ça n'existait pas, à mon époque, ça n'existait pas. Et on n'aurait pas dit en disant, mais non, il fallait qu'elle mette quelqu'un d'autre. Et puis, ça l'a... Pour diriger la maison. Et là, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans le vignoble champenois. Oui. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça prouve que les choses avancent. Que les choses avancent, oui. Et justement, dans ce milieu qui est réputé peu ouvert aux femmes, j'ai lu que vous arriviez à une quasi-parité dans les équipes. Chez Duval-le-Roi. Oui, chez Duval-le-Roi. Donc c'est bien que c'est possible. Vous faites un peu figure de précurseur en fait en la matière. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous... déjà avec ma chef de cave. Exactement. Parce que la chef de cave... Ça, je voulais y revenir aussi. Voilà, c'est quand même un poste très important dans une maison. En Champagne, on parle pratiquement plus de la chef de cave que du patron. Non, mais... Et donc, la chef de cave, Sandrine, a été la première chef de cave féminine, déjà par rapport aux autres vins aussi. Absolument, oui. En France, il n'y en avait pas d'autres. Mais... Et ça, c'était en 2005 déjà, quand elle a été nommée chef de cave. Oui, chef de cave. Donc ça fait un moment. Ça fait déjà un moment. Mais elle est rentrée dans la maison donc en tant que Madame Qualité en 91. Donc, on a eu le temps de se connaître toutes les deux. Et j'ai toujours trouvé que c'était plus important et plus facile, moi, de travailler avec une femme. Parce qu'on a la même logique. C'est vrai qu'avec un homme, on se complète. Mais j'avais envie d'avoir des vins comme j'aime et à mon image. C'est quand même plus facile de vendre une bouteille que vous aimez qu'une bouteille que vous n'aimez pas. Donc, voilà, c'est pour ça. Et je trouvais qu'avec Sandrine, on avait le même ressenti. Et c'est pour ça que j'ai préféré, et je trouve que il faut donner... Pourquoi les femmes ne pourraient pas faire la même chose que les hommes ? Mais Ça n'a pas... C'est pas juste. Donc, chez Duval-le-Roi, on n'est pas encore au top, mais on est 43% de femmes, et il y a des postes clés. Oui. Vous avez la personne qui reçoit toutes les marchandises, les matières sèches, c'est une femme qui fait tout ce contrôle, c'est une femme, et c'est elle qui enlève les palettes des camions. Oui. Voilà. Oui. Et je pense que maintenant, et c'est possible, il y a tellement maintenant de manière moderne et d'outils modernes. La technologie maintenant permet aussi de faciliter les choses pour les femmes, parce qu'avant pour que vous ce soit aurez plus un dit obstacle. Ah non, c'est trop lourd, ah non, c'est voilà. J'ai encore entendu ça chez des sommeliers qui ont dit ah ben non, mais pour descendre les caisses dans les caves, c'est trop lourd. Oui, enfin bon, s'il y a juste ça, c'est quand même pas dramatique. Ouais. Non, mais il y a des obstacles qu'on met qu'on ne devrait pas mettre. On est bien d'accord. Juste pour approfondir un peu la nomination de Sandrine Logette donc, au poste de chef de cave, comment ça a été perçu à l'époque où effectivement elle était la première à accéder à ce genre de poste ? Perçu, j'ai pas... Est-ce qu'il y a eu est-ce que ça a fait du bruit ou pas spécialement ? Déjà dans la presse, mais donc ça nous arrangeait bien. Oui. Non, mais il y a ce côté-là pour les femmes, ou même pour moi, j'ai quand même surfé sur la vague femme là, puisqu'on met les femmes en avant et tout. Donc nous, c'est un élément de différenciation dans un milieu très masculin. Ouais. Très masculin, mais ça n'existait pas et avant on parlait jamais des femmes. Ouais. Donc moi j'ai surfé sur cette vague-là et je pense Sandrine aussi. Donc ça nous a aidés. Et puis je trouve que les femmes, elles savent faire le vin et en plus elles parlent bien du vin, d'une autre manière qu'un homme qui va arriver avec un côté beaucoup plus technique. D'accord. Mais est-ce que tout le monde a envie de savoir exactement le nombre Enfin, il y a des choses qui sont plus intéressantes quand ça vient plus intéressantes à dire, je pense, quand ça vient d'une femme. Il y a le côté, et puis on a le côté quand même très, très maman qui joue. On protège quand même aussi. Donc...
Je sais pas, je voyais ça un petit peu, protection des bouteilles, protection de... Elle est... oui, c'est un côté plus maternel qui me On voit aussi m'allait comment bien. vous considérez vos vins. C'est, Comme, ce sont des petits bébés, hein. Ouais. Ils dorment parfois trop longtemps. Puis là surtout, puisqu'on Ouais. peut pas les vendre, mais bon, ils sont d'autant meilleurs par rapport à un homard. Non, mais c'est quand même vrai. Mais, Est-ce que de manière générale, vous avez quand même l'impression, donc vous nous avez dit qu'il y a quand même plus de femmes œnologues, donc vous avez l'impression quand même que cette situation, oui, elle évolue. elle évolue? Elle évolue. Bon, alors maintenant, ce sont des postes, comme la chef de cave, ce sont des postes où, dans le monde du vin, je pense en général, et pas que pour la Champagne, mais il faut quand même une femme avec du caractère. On peut pas ne pas... Il faut quand même qu'on ose s'imposer. Si vous mettez une petite timide là derrière, elle va se faire manger, et puis Ouais. il faut quand même... Pour l'instant, en tout cas, ouais, ça, oui, faut faut ça pas demande de se laisser marcher sur les pieds, Ouais. c'est ça le problème. Et donc, vous savez qu'encore il y a 35 ans, les femmes ne pouvaient pas rentrer dans la cave parce qu'on disait qu'elles faisaient tourner le vin. C'est pas une blague. Ouais. Donc Sandrine, C'est quand fou. elle a fait ses études, on lui disait ça. Elle ne pouvait pas... et c'était il y a... Parce qu'elle Oui, a c'est ça, commencé. Oui. c'était pas... C'est pas vieux. Non, c'est ça, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est il n'y a pas si longtemps. Donc c'est quand même aberrant. Ouais. Mais merci les mecs, parce qu'avec tout ça, non, vous pouvez pas faire ça à cause de ça. Non, vous pouvez pas faire ça à cause de ça. Mais ça les arrange bien, comme ça ils prennent toute la place. Ouais. Donc à un moment donné, il faut peut-être dire, on est là, Ça y est, ça commence là. ça commence, on est là et on fera mieux que vous. Pourquoi pas? Et oui. Ben, bien sûr, il faut toujours avoir de l'ambition. Je vois pas pourquoi on ferait pas mieux d'ailleurs. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écoute et qui souhaiterait marcher sur vos traces? Ben, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? J'en ai pas beaucoup des conseils. C'est d'avoir... Non, c'est d'avoir... il faut avoir... Moi, j'ai pas eu le choix, donc je peux pas tellement dire... mais avoir de la détermination, avoir du caractère, oser, ne pas avoir peur. C'est ça, Ça, c'est un surtout. très bon conseil. Il faut oser, il faut pas... je parlais des chefs, oser aller voir, oser... Même si vous paraissez, si vous êtes bête, entre guillemets, ça n'a pas d'importance. On est tous passés par là. Oui. Donc c'est vraiment ça, c'est ça, et puis l'amour de ce qu'on fait. Enfin moi j'ai été à la tête de la maison et j'y pense tous les jours et c'est grâce à l'amour de mon mari. Sinon je n'aurais jamais été à la tête et c'est grâce à l'amour, Ouais. en résumé. Pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours, soit parce que vous avez travaillé avec des femmes qui vous ont inspiré? Je pense que je peux dire que c'est plus une Sandrine Logette, oui. D'accord. Qui était ma chef de cave, on a fait tandem. J'ai eu Brigitte Brozon, qui a été ma collaboratrice pendant quelques années, qui était à l'époque de mon mari directrice marketing. Et donc, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et voilà, ce sont les deux piliers que j'avais dans la maison. Carole, on va passer à la dernière partie de l'interview, qui est le questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent? Alors, je sais que c'est pas très facile en ce moment. Eh bien, j'ai fait la fermeture chez Bocuse. Le jour du confinement, ça a été terminé le jeudi. Le jeudi midi, j'ai déjeuné chez Bocuse. Je vous conseille, d'abord d'y aller, c'était délicieux, mais faites les confinements, les fermetures dans un restaurant. Vous vous faites gâter, mais c'est génial. Et donc, je me suis fait gâter. J'étais très heureuse. Très malheureuse quand j'ai vu, parce qu'ils ont filmé toutes les cuisinières, parce que ça s'appelle comme ça. Ah, c'était Un crève-cœur, oui. Ah oui, ça fait mal, ça fait mal. Mais par contre, j'ai adoré et Gilles m'a fait connaître quelques petits plats. Alors je lui ai dit, moi, je ne veux pas du menu, je ne veux pas de foie gras, pas tout ça, parce que ça, je connais, mais je veux des plats emblématiques qui restaient de Monsieur Paul. Et donc, il revisite sa sole. La sole de Monsieur Paul, c'était quand même un événement, avec plein de sauces, c'était délicieux. Alors, donc, on a mangé la sole, le riz de veau, on a essayé les quenelles, et on a tout mangé. Hein. Il n'y a pas eu de... Non, mais on a essayé tous les plats. Ah, c'était grandiose. Vraiment, c'était délicieux. Alors, j'ai un souvenir de mon dernier jour. Bon, j'ai été en train et je suis revenue en train. Il valait mieux.
Et alors, donc, mais c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de MOF, donc, donc des meilleurs ouvriers de France, chez Bocuse. Et nous avons une cuvée meilleur ouvrier de France absolument. Qui a été élaborée par les sommeliers. Et d'aller déguster, pour moi, ça a un côté, c'est magique. Oui. Bon, et ça le reste. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. C'est vous restez émerveillé par Mais ça, parce qu'on se dit, on a réussi cette cuvée, elle est très belle. Enfin, ça, c'est eux qui l'ont élaborée avec la chef de cave. Et de la mettre comment on peut dire, en exercice, de la mettre sur une table avec tous les plats autour, faits par tous ces MOF. Moi, je suis émerveillée de voir ce qu'ils arrivent à faire. Bon, c'était grandiose. Donc, on s'est fait gâter par les vins, on s'est fait gâter partout. On a revisité la nouvelle cave et tout. C'était, voilà, mon moment magique avant le confinement. Est-ce qu'il y a un plat qui résume votre enfance ? Alors oui, le plat qui résume mon enfance, on retourne en Belgique, là. Oui. Le pistolet, qui sont des petits pains croustillants, vous le coupez en deux. Vous mettez bien du beurre et vous mettez des petites crevettes grises dedans. C'est un bonheur. Et j'avais ça au petit déjeuner, voilà, en Belgique. Ah, j'adore ça. Et quand je retourne en Belgique, je voudrais vraiment ce pistolet aux crevettes. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié ? Que j'ai goûté, jamais oublié. Puis c'est pareil, dans mon enfance, c'était les crêpes vonassiennes. Ah, je connais pas. Ah, alors là, il en fait toujours. Donc Georges Blanc, et c'était sa grand-mère qui a inventé ça, les crêpes vonassiennes. C'est un délice, un délice. Et c'est pareil, je devais avoir 14 ans. Et les premières, donc les crêpes vonassiennes là, ce sont des fines crêpes, mais des crêpes de pommes de terre. Bon, mais c'est un peu plus raffiné que ce que je dis, mais moi je trouve ça un délice. Voilà, les crêpes vonassiennes de chez Blanc. J'ai un souvenir délicieux. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? Oui, le poivron. Je n'aime pas du tout le poivron. Ni cuit, ni tout ce qu'on veut, je n'aime pas le poivron. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine ? Des œufs. Parce que j'ai des poules. Ah ! Voilà. J'ai une 60aine de poules. D'accord. Poules et canards. Ah oui. Voilà. Ah non, mais c'est pas de la rigolade. Ah non, c'est pas deux poules. Non, c'est une 60aine de poules. C'est pour avoir des œufs. Voilà, donc... Ah, ok. Quelle est votre recette fétiche, celle que vous faites tout le temps à la maison ? Le soufflé au fromage. Qu'est-ce que vous écoutez justement quand vous êtes en cuisine ? Est-ce que vous écoutez de la musique, la radio ? Est-ce que vous discutez ? Est-ce que vous travaillez en silence ? Quelle est la bande-son ? Non, là, en silence, non. Mais je discute avec les amis s'ils sont là, avec les enfants s'ils sont là, et toujours avec un verre de champagne. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Toujours. Sinon, c'est pas drôle. Si on est coincé à la cuisine sans plaisir, non. Quel serait le restaurant de votre vie ? De ma vie ? Votre restaurant préféré de tous les temps ? Non, c'est pas de tous les temps. J'ai un restaurant que j'ai connu il y a pas longtemps, que j'ai adoré, c'est le Bon Georges à Paris, qui est un bistrot. Parce qu'on ne peut pas parler que du gastro. Non, bien sûr. Et le bistrot. Alors, le Bon Georges, c'est pareil, c'est très convivial. Ce sont des produits frais. J'aime beaucoup toujours les produits frais. C'est des produits frais et c'est un peu des plats canailles. Et avec une carte des vins. Alors là, exceptionnel. Je pense que son bouc de vin fait 200 pages. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est exceptionnel. Ouais. Et vous avez des bonnes bouteilles que vous pouvez boire au verre aussi. Ça, c'est pas négligeable. Ah, j'ai adoré cet endroit. Et vite qu'on puisse y retourner. En plus, les patrons sont très sympas. Ce qui ne gâche rien. Bien sûr. Et je trouve que dans un endroit, il faut toujours avoir, même dans un restaurant qui soit gastro ou autre, avoir la tête du patron, c'est quand même très sympa. Non, mais ça fait le petit plus qui fait que ça donne une âme. Ça donne une âme au restaurant. Absolument. Est-ce qu'il y a un restaurant qui vous fait rêver et que vous rêvez d'essayer ? Alors, je l'ai déjà essayé une fois, parce que j'ai fait un dîner champagne, mais je n'avais pas essayé la carte. Et c'est Coutanceau. Et ce pot à La Rochelle. Et ce pauvre Coutanceau, ça fait 2 fois qu'on réserve Coutanceau, et ça fait 2 fois
Que c'est annulé. Que c'est annulé. Donc j'espère que dès fin janvier, on pourra y aller. Je trouve que le tandem, parce que donc nous sommes aussi partenaires des Relais Châteaux, et donc je les connais un petit peu, et je connais Nicolas Brossard, mais par les Relais Châteaux un peu, Oui. et je trouve que leur tandem marche bien. Ça me plaît assez. Dernière question de l'interview. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode ? Alors, j'ai une amie que j'ai rencontrée il y a quelques années. C'est pareil, il lui fallait du champagne parce qu'elle allait fêter les quelques années de sa maison, qui est une maison familiale, qui est la Trinitaine. Elle s'appelle Anne-Marie Petit. Oui. Elle serait très bien là. Elle est charmante. Elle a repris les rênes, donc c'est une femme. Elle a repris les rênes de la maison. Que dirigeaient ses parents. Ce sont tous les petits biscuits et les palais bretons. Ce sont les petites dentelles faites tout au beurre. Et alors donc, pendant cette période de confinement, donc on ne mange que des choses comme ça. Mais bien sûr. Non, mais c'est ça. C'est un peu de réconfort. Voilà. Et je trouve que là, c'est... Ah, mais oui. Merci beaucoup pour la recommandation. Oui, vous pouvez l'appeler. Volontiers. Et à visiter, c'est intéressant à visiter sa maison. Un grand merci, Carole Merci Duval-Leroy. à vous. À très bientôt. Oui. Buvez beaucoup de champagne. Avec un verre de champagne. Voilà. Un grand merci à Carole Duval-Leroy pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.